Bonjour à tous, bienvenue au Musée de la Grande Guerre en ce dimanche un tout petit peu pluvieux. Alors aujourd'hui, puisque vous avez décidé qu'il fallait que je me lève de mon canapé, j'ai donc emmené avec moi au musée pour vous parler d'un sujet bien particulier qui est celui des femmes pendant la Première Guerre mondiale. Alors, je suis sûr que tout le monde ici a une idée sur les femmes pendant la Première Guerre mondiale. Elles ont aidé à l'économie, elles ont obtenu leur émancipation, elles n'avaient pas le droit de toucher à une arme. Tout ce que vous savez de ce sujet, il est vrai, mais il n'est pas complet, ce savoir. Et je vais vous le prouver tout de suite, en commençant par une femme avant la guerre. Cette femme, c'est pas complètement Madame Tout-le-Monde, hein, je ne vais pas vous le cacher. On a fini par la surnommer la grand-mère de l'Europe. Alors de qui je veux parler? Eh bien c'est très simple, je vais vous montrer ça tout de suite. Regardez, vous avez ici, juste là, une dame qui va apparaître dans quelques instants. Cette dame, elle est au milieu de ce portrait. C'est un peu flou, je vous fais la mise au point pour vous le montrer. Un peu de respect, s'il vous plaît. Voici la reine Victoria d'Angleterre, qui a régné une grande partie du 19e siècle sur l'Empire britannique. Victoria d'Angleterre, qui est donc ici, et déjà à la fin de sa vie à ce moment-là, qui donne son nom à une ère complète historique, l'ère victorienne, est donc surnommée la grand-mère de l'Europe. Alors pourquoi? Parce que ce touchant portrait de famille avec des enfants, des gens plus âgés, eh bien, c'est le portrait de famille de l'Europe entière. Les gens que vous avez là, ce sont les dirigeants européens couronnés. Vous avez bien sûr son fils, hein, le futur roi d'Angleterre, mais vous avez également deux individus qu'il est curieux en fait de trouver sur cette image, puisque dans quelques années, après cette photo, ils vont devenir, pour ainsi dire, les pires ennemis. Vous avez sur la même photo le Kaiser Guillaume II, le dirigeant de l'Empire d'Allemagne, et vous avez aussi le tsar de toutes les Russies, Nicolas. S'ils sont sur la même photo, vous aurez compris qu'ils sont de la même famille, et pas n'importe quoi, puisqu'ils sont cousins. Ils sont cousins. Et on doit cette présence des grandes têtes couronnées dans la même famille, à cette vieille dame. Les femmes, évidemment, dirigent rarement, hein, et Victoria, toute sa vie, a eu subir ce point de vue qui est que ce n'est pas trop sa place de femme de prendre des décisions, mais il y a un pouvoir traditionnel qu'ont les femmes, eh bien, c'est d'organiser les mariages. Et Victoria, c'est ce qu'elle va faire. Elle va organiser des mariages et elle va ensuite faire en sorte que ça devienne une seule et une grande famille. Bien sûr, il y a une idée que sa famille doit être pérenne, s'assurer que ses enfants aient des beaux mariages, des beaux héritages, des belles terres, mais il y a une autre idée chez Victoria. Étant donné qu'elle elle remplit un rôle qui est normalement attribué aux hommes, eh bien, elle sait bien que les hommes, si vous leur confiez un fusil, ils ont ce besoin de vouloir montrer qu'ils savent mieux l'utiliser que leurs voisins, et si vous leur confiez une armée complète de gens avec des fusils, ils vont vouloir absolument montrer qu'ils sont les plus forts. Et donc, elle le sait. Elle le sait, elle veut l'éviter, ça, parce qu'elle sait que c'est les plus grandes puissances du monde qui s'affronteraient à ce moment-là. Elle va donc contracter des mariages avec ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, neveux, nièces, de façon à ce qu'ils soient tous de la même grande famille. Et quand on est de la même famille, on est quand même moins susceptible de déclencher la mort de plusieurs millions de personnes. Évidemment, vous le savez, ça va rater, puisque le Kaiser Guillaume II et Nicolas de Russie ne sont pas dans le même camp. L'un est dans la Triple Entente, l'autre dans la Triple Alliance. Et il y a une raison à ça aussi, plus personnelle. Les deux hommes ne s'apprécient, mais alors vraiment pas du tout. Alors maintenant je vous ai parlé d'une grande dame, d'une femme qui a une influence très importante. Je vais vous parler maintenant, à l'autre bout de l'échelle sociale, si je puis dire, des femmes de la vie de tous les jours. Et avant-guerre, les femmes, elles ont à vivre cet événement et
soyons bien clairs, ce sont parmi les premières certainement à sentir l'angoisse qu'il y a à ce déclenchement de la guerre, à ce futur conflit à venir, même si elles ne peuvent pas l'estimer un peu plus que les autres ce que ça donnera, eh bien forcément elles redoutent la perte de l'être cher, que ce soit un mari, un fils, un frère. Je vous montre ça tout de suite en vous montrant ici alors, pardonnez-nous si vous entendez d'autres sons que ma voix, c'est normal, c'est un musée, et dans un musée, eh bien, il y a tout un tas de choses qui font vivre le musée. Ce que vous entendez, c'est les bruits d'animation du musée. Hein. Ne vous en formalisez surtout pas. Ce que je voulais donc vous montrer, eh bien, c'est ça. C'est le jour de mobilisation. Et le jour de mobilisation, les hommes se rassemblent pour lire l'inéluctable. Ils savent maintenant qu'ils vont, s'ils ont l'âge, entre 20 et 45 ans, devoir partir à la guerre. On le sait, on leur a présenté la guerre comme étant une guerre courte, dans laquelle ils sont forcément dans le camp des vainqueurs, évidemment, hein, vous vous en douterez. Donc, quand on lit l'ordre de mobilisation générale, il y a un petit moment de stress, hein, mais aussi un peu d'exaltation. Hein. On les prépare depuis qu'ils sont tout jeunes, les jeunes gens, à aller se battre. Hein. Donc finalement, c'est un peu l'aboutissement de quelque chose qu'ils attendent, peut-être, hein, l'ordre de mobilisation. Bon. Mais souvent, on a présenté les soldats comme partant la fleur au fusil. Ce serait inexact de dire ça. Ce serait en tout cas très partiel et très partial, puisque le fait est que les hommes ne sont pas idiots. Ils partent se battre, ils ont un fusil dans les mains, ils savent que l'ennemi en face en a un aussi, et qu'ils risquent de mourir. Et la manifestation la plus frappante certainement de cela vient de ces dames-là. Regardez-les, en train de défiler là, on est en Allemagne, mais on a les mêmes scènes en France. Les femmes de soldats, les sœurs de soldats défilent avec leur famille. On les encourage, hein, on les porte un peu, mais il y a aussi le côté de « est-ce qu'il va revenir? Est-ce que ce n'est pas la dernière fois que je le vois ?» Et en France, on a vu ça tout simplement parce que dans les rues, sur les quais de gare, il s'est passé une chose qui est inconcevable à cette époque. Les femmes ont sauté au cou de leur mari et les ont chaudement embrassés. Or, c'est très mal vu. Vous pouvez même prendre des amendes à l'époque si vous faites des démonstrations trop importantes d'affection en pleine rue. Et donc, eh bien, ça montre que même si on a l'impression d'être dans le camp qui va gagner très rapidement, il y a une vraie angoisse de ce qu'est la guerre. Et les femmes le montrent tout particulièrement. Parce qu'elles savent aussi que quand monsieur n'est pas là, eh bien, à la maison, elles vont devoir gérer ce qu'elles géraient déjà dans la vie quotidienne, mais en plus, encore, avec la tante, avec les enfants qui se demandent où papa est parti. Hein. Donc, elles savent déjà de base qu'une guerre, même si on la présente aux jeunes gens comme étant quelque chose de facile, ce ne sera pas facile, d'une manière ou d'une autre. Ensuite, eh bien, cette guerre éclate. Et vous allez voir que très rapidement, les femmes à qui on interdit dans la plupart des pays l'accès aux armes, l'accès à l'armée, hein, elles n'y ont aucun rôle, eh bien, vont quand même devoir très rapidement participer. Ce que vous voyez là, ce sont, pour ceux qui ne connaissent pas le musée, les uniformes des soldats au début de la guerre, allemands, français, britanniques. Et donc, nous traversons, puisque vous visitez avec moi le musée comme si nous allions le visiter en direct et en chair en os. Ce que je voulais vous montrer, c'est en fait ceci. Ce que vous avez là, c'est l'équivalent de ce que l'on vient de voir avec la mobilisation des hommes. Les hommes sont mobilisés, on leur dit de se tenir prêts, ils ont été formés pour ça, ils ont été équipés pour ça. Les femmes, moins. Mais néanmoins, on va montrer qu'elles ont un vrai rôle. On part se battre en été. Hein, et on est dans une société agricole. 40% de la population française vit du travail dans les champs à cette époque. C'est considérable. Et donc,
On sait que c'est quelque chose qui est très important. Beaucoup de soldats donnent des instructions à leur famille sur comment terminer les moissons, les vendanges pour certains, selon les régions de France où vous vous trouvez. Et dans tous les cas, eh bien, on repose sur les femmes pour ça. Et sachant qu'il va falloir terminer ce travail et qu'il faut nourrir l'armée en plus, eh bien, on va faire appel aux femmes, comme on a fait appel aux hommes pour les armes. On le fait très rapidement, et celui qui le fait, c'est René Viviani, président du Conseil, ce que l'on appellerait le Premier ministre aujourd'hui. Et René Viviani va donc faire une déclaration aux femmes françaises, une sorte de mobilisation des femmes françaises. À ce moment-là, son urgence, c'est donc les champs. Et donc, comme ce sont les champs, il fait un appel pour terminer les travaux des champs à l'heure, parce qu'il le dit ici, il le dit, debout donc, femmes françaises, jeunes enfants, filles et fils de la patrie, remplacez sur le champ de travail ceux qui sont sur les champs de bataille. Préparez-vous à leur montrer demain la terre cultivée, les récoltes rentrées, les champs ensemencés. Il n'y a pas dans ces heures graves de labeur infime. Tout est grand qui sert le pays. Vous voyez donc que l'importance à ce moment-là, eh bien, c'est de terminer les travaux des champs. Viviani est quelqu'un qui croit vraiment à l'influence des femmes, au pouvoir des femmes, puisqu'il est l'un des premiers à appuyer pour que l'on donne le vote aux femmes en 1900. En 1907, il appuie une loi pour que les femmes mariées disposent de leur salaire, ce qui n'est pas le cas à l'époque. Le salaire est entre les mains du mari, du chef de famille, comme on l'appelle à l'époque. Et donc, on voit que c'est quelqu'un qui croit en les femmes comme de vraies citoyennes. Pas seulement comme juste une aide à la maison qu'il faudrait protéger à tout prix quand on est le mari. Bon. Ça, c'est au départ de la guerre. Au départ, on est sur l'urgence des champs, parce qu'on pense que d'ici 2, 3, 4 mois peut-être, la guerre sera terminée. Les plus pessimistes, on sera rentré à Noël. C'est vrai, ils sont rentrés à Noël. Ils ont oublié de préciser en quelle année le Noël en question. Et donc, très rapidement, il va falloir demander aux femmes autre chose. Et je crois qu'il n'est pas d'objet qui incarne mieux cette autre chose que ce que vous avez là. Voilà. Ce que vous avez ici est un tour à obus. Un tour à obus, c'est assez simple comme concept. C'est comme un gros taille-crayon. Voilà. Sauf que ça taille des obus. Vous prenez un cylindre qui est ici, un cylindre en métal, vous mettez l'un des deux bouts du cylindre dans la machine que vous mettez en route, la machine taille le métal de plus en plus fin, de plus en plus fin, de plus en plus fin, donnant la pointe des obus, avec une forme qui varie selon l'outil que vous avez mis à l'intérieur. Et ce tour à obus, je vous le montre parce que c'est, pour ainsi dire, l'ami fidèle de celles qu'on surnommera les munitionnettes, ces femmes qui fabriquent des munitions, mais pas seulement des armes, de façon générale. Le travail dans les poudreries, comme on les appelle, est un travail harassant, extrêmement pénible, entre 10 et 14 heures par jour debout, une demi-heure de pause repas. On manipule des poids très importants. En moyenne, une munitionnette elle a 2 tonnes d'acier dans les bras chaque jour. 2 tonnes d'acier, c'est considérable, sachant qu'une partie de l'acier que vous portez risque d'être chargée d'explosifs. Je vous laisse imaginer le résultat si l'explosif en question vous échappe des mains. Autre chose, ces femmes sont rapidement surnommées canaries. Ça peut paraître très joli comme surnom, mais sauf que canari, c'est dû à une réalité beaucoup plus triste, c'est la peau qui jaunit. Pour fabriquer des explosifs, on utilise un tas de produits chimiques et parmi eux, il y a le soufre. Le soufre dégage une affreuse odeur d'œuf pourri et en plus, il jaunit la peau de ceux qui l'utilisent. Ça s'imprègne. À cette époque, il y a 0 règle de sécurité. Donc vous oubliez les chaussures de sécurité et vous oubliez les masques qui sont malheureusement en ce moment très à la mode. Pas bien le choix. À l'époque, elles auraient préféré qu'on leur donne les masques, puisque, évidemment, cette poudre qui vient se coller à la peau, vous vous douterez bien qu'elle ne s'arrête pas à l'entrée des voies respiratoires et qu'elle empoisonne lentement les poumons de nos canaris. Autre surnom que l'on donne aux femmes à cette époque qui travaillent en usine, mais pas en usine d'armement, plutôt
dans les usines de fabrication d'uniformes. Chez les fabricants d'uniformes, ce sont beaucoup de femmes assez jeunes, donc un certain nombre qui ne sont pas mariées. Elles vont pas forcément avoir leur logement à côté de l'endroit où elles travaillent et pas de moyens de transport non plus à cette époque. Hein. Déjà avoir un vélo était en soi un luxe. Bon. Du coup, elles ont pris l'habitude de prendre avec elles leur repas du midi qu'elles vont manger à côté de leur machine. Comme ce sont des jeunes filles, des minettes, comme on a eu tendance à les appeler, eh bien, et qu'elles mangent le midi à côté de leur machine, ça va donner le mot midinette, qui n'a pas grand-chose à voir avec le vocabulaire que l'on a aujourd'hui, la définition que l'on a aujourd'hui de ce mot. Évidemment, ce travail en usine, il faut bien comprendre qu'il est fait à la place des hommes. Il y a toujours des hommes qui travaillent en usine, ceux qui ont plus de 45 ans ne vont plus se battre. Ils ont l'obligation de servir la nation, en usine notamment. Et puis il y a les enfants. Le Code du travail à l'époque autorise le travail à partir de 12 ans pour les enfants. Et du coup, forcément, faisant un métier qui était pour la plupart du temps réservé aux hommes, eh bien, il va y avoir deux impacts. D'abord, le premier pour elles-mêmes, c'est qu'elles vont se rendre compte qu'il n'y a pas de raison qu'après tout, elles ne puissent pas faire un métier qu'on avait attribué aux hommes jusque-là. Corollaire à ça, eh bien, vous avez la modernisation des usines. Quand vous avez une main-d'œuvre qui est rapide, mais peut-être un peu moins costaud physiquement, vous adaptez les machines parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre du temps. C'est Joffre lui-même qui disait si les munitionnettes arrêtent de travailler 20 minutes dans nos usines, nous allons perdre la guerre. Voilà. Donc, bon, c'est facile pour lui, c'est pour lui qui faisait les obus. Mais toujours est-il que, du coup, c'est important que ça tourne. Donc, on va de plus en plus développer l'électricité dans les usines, ce qui permettra d'avoir des engins qui fonctionnent mieux de façon autonome et de moins reposer sur la force brute des ouvrières pour ça. Ce n'est pas les seuls métiers, hein, bien sûr, donc les champs, mais aussi les taxis, conduire les tramways, elles deviennent chefs d'exploitation, elles deviennent chefs d'équipe. Donc il y a une vraie révolution là-dessus pendant la guerre. Hein. Ce qui va angoisser, la deuxième conséquence, ça angoisse les hommes. Ils apprennent par courrier, parce qu'on échange beaucoup, je vais vous en parler juste après, on échange énormément avec l'arrière, hein, on essaye de demander des nouvelles, et quand vous apprenez que peut-être que le métier que vous exerciez 6 mois ou 1 an plus tôt, quand vous étiez encore civil, il est occupé par votre propre épouse, vous commencez à vous poser des questions sur votre propre place dans la famille. Hein. C'est assez logique, on n'a pas du tout l'habitude de ça. Et quand ils rentrent à la maison, les hommes, ils se rendent compte que madame, elle a continué à faire tourner le foyer sans eux. Parce qu'il a bien fallu le faire. Voilà. Donc il y a une vraie angoisse d'un certain nombre de soldats sur cette question-là. Les femmes, vous allez vous en rendre compte dans tout ce que je vais vous montrer encore, il y a une chose sur laquelle elles ont été utilisées, c'est leur image. Pendant toute la guerre, l'image des femmes est utilisée d'une manière ou d'une autre. Et dans le monde du travail aussi, cette image est utilisée, ce que je vais vous montrer tout de suite avec la fiche suivante. Ce que je vais vous montrer là se trouve... Là, ici, vous avez là une affiche et une photo au-dessus. Donc une photo et une affiche. Cette photo est une photo qui est faite pour illustrer en fait la souffrance des paysannes, notamment en territoire occupé par les Allemands. Elle montre que, vous l'aurez remarqué, elle remplace les animaux, les bœufs et les chevaux, au niveau de la charrue. Elle tire elle-même la charrue pour retourner la terre. Soyons bien clairs, on a de forts soupçons que cette photo soit très mise en scène, que ce soit une photo des Alliés pour dénoncer la souffrance des paysannes, notamment en territoire occupé. Mais elle a apporté une chose, cette photo, elle a apporté de l'inspiration aux Américains qui ont fait cette affiche. Alors, pour ceux d'entre vous pour qui l'anglais est un ennemi juré, je vais vous aider un peu. Il y a marqué « Aiderez-vous les femmes de France, économisez le blé ». Voilà. C'est une campagne de propagande et d'affichage pour inciter les Américains à aider
les civils français. Les Américains, lorsqu'ils ne participent pas encore à la guerre, hein, ils ne participeront pardon, à la guerre qu'à partir d'avril 1917, eh bien, ils sont très sensibles, en tout cas, notamment pour les plus riches d'entre eux, qui sont les plus informés de ce qui se passe à l'extérieur et qui ont aussi des intérêts en Europe, ils sont très sensibles au sort des civils. Ce qui les a beaucoup marqués, c'est ce qui s'est passé en Belgique avec le traitement de la population belge par les troupes allemandes. Ça s'est très mal passé, hein, il y a eu des pillages, des viols. Du coup, ça a beaucoup choqué l'opinion américaine et on sait que c'est un levier, un biais par lequel on peut inciter les Américains à aider l'Europe, notamment les grandes fortunes qui s'inquiètent de ça, et les femmes des grandes fortunes qui vont créer des comités pour aider les Européens, pour aider les civils, et notamment, bien sûr, elles sont sensibles au sort des femmes en Europe. Et donc on crée cette affiche en reprenant les codes de la photo du dessus. Là, vous avez tous les codes d'une bonne propagande. Hein. C'est un fond noir, parce que le paysage n'a aucune importance dans cette histoire. Par contre, c'est coloré, il faut attirer l'œil. C'est comme un peu aujourd'hui dans nos métros, nos panneaux publicitaires qui remuent, hein. Maintenant c'est des vrais écrans télé. Hein. Eh bien, il faut que ça attire l'œil dans les rues aux États-Unis. Et du coup, eh bien, on a des vêtements extrêmement colorés, trop colorés. Hein. On ne s'habille pas comme ça pour faire le travaux des champs. Et surtout, regardez, autre différence, là on voit leur visage par rapport à la photo de départ, parce que c'est par le visage que passe l'expression, c'est par le visage que vous serez touché par le message qu'elles vous transmettent. On peut même imaginer qu'elle, c'est elle qui est en train de vous demander si vous l'aiderez. Hein, directement, elle vous regarde de son petit œil et puis avec son petit rouge à lèvres de star d'Hollywood, hein, un petit peu trop bon. Mais c'est l'idée en fait. Et surtout, un gros message blanc sur un fond noir pour que ça ressorte bien et surtout qu'on ait le temps de le lire quand on marche dans les rues de New York ou de Chicago sans avoir à s'arrêter devant l'affiche. Et ça marche extrêmement bien. Les Américains sont de très bons affichistes, hein, de très très bons publicitaires. Ce sont des publicitaires qui font en fait les affiches de propagande pendant la guerre. D'habitude, ces gens-là vous vendent du coca et du whisky. Bon. On a donc une image de la femme qui est utilisée dans la propagande pour apitoyer, très clairement, c'est là l'idée. Les femmes, bien sûr, sont un réconfort pour les hommes. L'idée de revoir sa famille, de revoir sa mère, de revoir sa sœur, de revoir son épouse, est quelque chose de très important et qui va être le contenu d'une grande partie des lettres qui sont échangées pendant la Première Guerre mondiale. Alors, des milliards de lettres et de colis sont échangés. Rien que pour les colis, on est à 3 milliards au début de la guerre, 10 milliards de colis à la fin de la guerre en 1918. Donc c'est considérable. En fait, va se développer énormément la correspondance. Et cette correspondance, elle va être bien sûr écrite. Elle va également être sous forme de paquets avec des petits cadeaux, comme ce qu'on a sur la gauche, là. Et aussi, eh bien, ce qu'on pourrait appeler le début des réseaux sociaux, puisqu'on s'envoie des photos. La photographie s'est développée pendant le début du XXe siècle. Avant, c'est une distraction de gens riches. Quand on prend une photo, en général, on va chez un photographe. C'est un événement d'avoir une photo chez soi. Là, avec les petits appareils que vous avez là, qui deviennent bien meilleur marché, et puis surtout qui sont beaucoup plus faciles à utiliser, permettant avec une pellicule, on est sur le début de la pellicule, pour les plus jeunes d'entre nous qui nous regarderaient, la pellicule, c'est comme une carte mémoire, sauf que vous ne pouvez pas réenregistrer des photos dessus, et puis vous pouvez en imprimer 30, hein, pas plusieurs milliers. Et donc, cette pellicule va permettre de démocratiser la photo. On va donc s'échanger des photos, les soldats se font des photos d'eux-mêmes pour montrer qu'ils ont encore tous leurs membres, ce qui n'est pas à gagner forcément. Les familles envoient la photo du petit dernier qui est né pendant que papa était parti sur le champ de bataille. Et ces échanges de photos et de lettres vont être l'occasion aussi pour certains de découvrir quelqu'un, puisque tout simplement un certain nombre de soldats n'ont personne à qui écrire. Il va donc y avoir le développement d'un système dit des marraines de guerre. Au départ, ce sont des associations chrétiennes qui vont inciter à ça.
une dame qui n'a pas d'enfant ou qui sont partis sur le champ de bataille aussi, parfois qui l'ont perdu, donc souvent des dames d'un certain âge, eh bien vont se choisir un filleul à qui elles vont écrire, et ce qui permettra à ce filleul d'avoir quelqu'un avec qui échanger des nouvelles de l'arrière, de penser à autre chose qu'à la guerre. Ce système de marrainage eh bien, va se développer pendant la guerre, devenir quelque chose qui n'est pas spécialement dans les associations chrétiennes. On va même arriver à un système de petites annonces dans les journaux, où vous avez à la fois des marraines qui disent qu'elles sont disposées à prendre un filleul, et puis des futurs filleuls qui voudraient trouver une marraine. Sauf qu'évidemment, avec le temps qui passe, il y a autre chose qui manque aux hommes, hein, ça reste des êtres humains, c'est l'affection, l'intimité. Et du coup, eh bien, les marraines aussi, elles vont changer. Plus ça va aller, et plus elles vont rajeunir, les marraines. Voilà, c'est bien clair. Et plus le contenu des annonces aussi va changer, hein, puisque forcément, ces messieurs vont commencer à demander des choses un peu différentes quand ils écrivent à une jeune femme de 25 ans sur qui ils ont des vues, par rapport à une petite dame de 60 ou 65 ans qui pourrait être leur grand-mère. Et donc, on voit clairement dans les journaux que ça change lentement mais sûrement. C'est des messages où on commence à demander des détails plus intimes, des photos pour voir quelle tête a la marraine aussi. Hein, bon. Et ça va même déboucher, au bout d'un moment, sur des mariages. Pour certains, on estime à 100 000 mariages à peu près. Le nombre de mariages dus à ces échanges épistolaires pour les marraines et les filleuls. C'est assez curieux, je sais, d'épouser quelqu'un qui était votre marraine. On a aussi donc les paquets. Le paquet que vous apercevez ici est un paquet allemand. Il était dans une toile de jute, c'est d'où cet aspect un peu abîmé. Hein. On s'échange tout. Les soldats demandent de quoi avoir plus chaud, de quoi mieux manger, du tabac, du sucre, et puis même des petits sujets. Là, ici, on a des petits sujets de Noël ou de Pâques, des fêtes importantes, hein, puisque notamment c'est à la Première Guerre mondiale que l'on doit que l'on ait récupéré les sapins chez nous. Les Allemands nous ont donné cette tradition, hein, et donc on échange ces petits symboles des fêtes pour penser à la maison, parce qu'il est rare qu'on passe ces fêtes avec la famille. Alors ça, c'est donc pour nos marraines. Je vous ai parlé des femmes qui travaillent, je vous ai parlé des femmes qui réconfortent par les nouvelles qu'elles donnent, mais toutes les femmes n'ont pas cet aspect je suis à la maison, je suis à l'arrière et j'attends. La Première Guerre mondiale, c'est aussi l'occasion d'avoir des vraies personnalités qui se détachent. Et la plus célèbre de toutes, sans le moindre doute, celle qui a déclenché le plus de passion, celle où on a tous les fantasmes, eh bien, c'est cette dame-là. Alors, pour un grand nombre d'entre vous, je pense Margaret Zell, ça ne va pas vous dire grand-chose. Par contre, si je dis Mata Hari, là, je pense que soudain, ça va devenir beaucoup plus clair. Alors, Mata Hari, elle est néerlandaise, elle a beaucoup voyagé par son mari notamment, elle parle plusieurs langues et c'est une femme, c'est une mondaine, une femme du monde, c'est une artiste aussi, elle fait du cabaret, un peu de prostitution, très clairement, et du coup, elle a des contacts partout, elle est très à l'aise avec tout le monde, elle a un contact très facile, elle parle plusieurs langues et donc ses compétences vont très largement intéresser les services d'espionnage et français et allemands, dû à sa nationalité. Et du coup, Mata Hari va être rapproché par ces deux camps. Alors, pour précision, Mata Hari, hein, c'est du javanais et ça veut dire soleil. Hein. C'est dû au fait que les Pays-Bas étaient présents là-bas. Mais cette pauvre Mata Hari, si je puis dire, ça va se retourner contre elle parce qu'elle est tellement trouble, elle a tellement une réputation sulfureuse que chaque camp va commencer à se méfier d'elle, à tel point que les Français vont être persuadés à un moment d'avoir une information qui leur dit que Mata Hari est un agent double et qu'elle leur fait des petits dans le dos. Du coup, elle va être arrêtée et condamnée à mort
sur des preuves qu'aujourd'hui encore on a bien du mal à trouver très clairement, hein, condamné à mort pour espionnage et intelligence avec l'ennemi, et exécuté dans le bois de Vincennes en 1917. Jusqu'au dernier instant, Mata Hari elle-même, dit-on, était persuadée que tout ça était une mise en scène et que, en fait, elle ne risquait absolument rien. Bon, les rumeurs les plus exagérées racontent même qu'elle aurait fait un clin d'œil aux soldats avant de se faire exécuter. Je n'irai pas me permettre à dire que c'est vrai, je n'ai pas de preuves non plus. Donc, Mata Hari. Il y a d'autres femmes extrêmement célèbres pendant le conflit. Je vais vous emmener là-bas voir de qui je veux parler. Je suis navré si vous voyez l'image qui tremble et un bruit affreux. C'est tout simplement dû au revêtement du couloir. Alors, arrêtons-nous un instant sur Louise de Béquigny qui organise un réseau. Ce réseau, c'est le réseau Alice. Dans le nord de la France, elle va organiser tout un réseau en fait, d'espionnage. Elle donne des informations à la France et aux alliés sur ce qui se passe dans le nord de la France. Et elle va se surnommer Alice, tout simplement, parce que c'est le nom qu'elle a en tant qu'espionne. C'est son pseudonyme, Alice. Hein. Et donc un réseau très très efficace jusqu'à ce qu'elle se fasse capturer par les Allemands. Ça reste un mystère de comment elle a été capturée. Les Allemands ont été en échec total pour réussir à démanteler ce réseau. Et puis soudain, en l'espace de 3 mois, le réseau entier est démantelé. Et donc on se demande ce qui a bien pu se passer exactement. Mais pendant tout ce temps-là, eh bien, elle a donné des informations extrêmement précieuses. Elle a sauvé la vie de milliers de soldats en donnant des informations sur les mouvements de troupes et les attaques allemandes. Évidemment, je me doute que pour un certain nombre d'entre vous, les femmes pendant la Grande Guerre, c'est aussi synonyme d'une chose, les soins. Évidemment, qui n'a pas entendu parler des infirmières de la Première Guerre mondiale? Et là, ce que vous avez ici, eh bien, c'est un uniforme d'une infirmière de la Croix-Rouge britannique. Hein. Cet uniforme, si vous le regardez bien, il vous évoquera forcément un autre corps de métier. C'est normal, ça ressemble beaucoup aux tenues des religieuses, puisque traditionnellement, l'Église catholique eh bien, soignait les blessés pendant les guerres, sans distinction normalement de camp. Et quand vous allez avoir un afflux énorme de jeunes filles qui vont se proposer volontairement d'être infirmières au début de la Première Guerre mondiale, le meilleur moyen qu'on trouve pour les identifier tout de suite, c'est de leur faire porter une tenue qui ressemble beaucoup à celle des religieuses, avec la fameuse Croix-Rouge. Et ce travail d'infirmière, ça va être l'occasion pour notamment un grand nombre de jeunes filles de bonne famille de faire autre chose de leur vie que tout simplement attendre qu'on leur trouve un époux et de devoir gérer leur domaine et leur patrimoine, qui d'ailleurs de toute façon était sous la coupe de monsieur en général. Là, c'est l'occasion d'illustrer ce qu'on sait faire, de montrer qu'on peut être utile. Hein. Beaucoup d'entre elles sont volontaires et sont bénévoles, du coup. 100 000 dès le début de la guerre, c'est considérable. Hein. Sachant que pour beaucoup d'entre elles, elles n'avaient jamais mis les mains dans le sang, notamment, qu'elles fréquentaient peu les hommes. Hein. Alors quand vous fréquentez des hommes blessés, ça doit faire un sacré choc. Et ces infirmières aussi, elles ont leur représentante célèbre. La plus célèbre d'entre elles, certainement, c'est Edith Cavell. Edith Cavell, elle est infirmière, elle est infirmière professionnelle pour le coup. Elle est britannique, mais elle va beaucoup travailler et vivre à Bruxelles. Elle est très sensible à ce qu'il se passe en Belgique. Quand elle apprend l'invasion de la Belgique, elle retourne là-bas alors qu'elle était de nouveau au Royaume-Uni. Et elle est la directrice d'une école d'infirmières qui a été fondée au moment où elle arrivait. Et Edith Cavell va décider d'aider à évacuer les blessés alliés par les Pays-Bas, ce qui est bien sûr interdit par l'occupant allemand. Hein.
vous vous en douterez. Et donc Edith Cavell va mettre au point tout un réseau qui est lié à celui de Louise de Béquigny pour évacuer ces blessés. Et évidemment, arrive ce qui devait arriver, elle va être capturée. Capturée et elle reconnaîtra tout de suite ce qu'elle a fait, parce qu'elle n'en a pas honte, et elle fera partie d'un groupe d'individus qui seront condamnés à mort par l'Allemagne. Ça va soulever tout de suite une grande levée de boucliers dans toute l'Europe et dans le monde entier. On trouve ça scandaleux d'abattre une infirmière, une femme, puisqu'elle ne fait pas la guerre directement, mais les Allemands considèrent qu'elle fait de la haute trahison. Et du coup, on va essayer par tous les moyens de la sauver. Ça ne marchera pas. Elle sera condamnée à mort et exécutée. Et je vous l'ai dit, l'image des femmes est utilisée en permanence. L'image d'Edith Cavell va être un symbole tellement puissant qu'elle sera utilisée sur des affiches dans les rues pour inciter à recruter non seulement les hommes, mais aussi les femmes pour les services de soins aux armées. Ça devient un symbole. Et pour la petite histoire, 3 mois après la mort d'Edith Cavell, va naître une petite fille et son papa décide de l'appeler en hommage Edith également. Et cette Edith-là va être extrêmement célèbre aussi, puisque c'est Edith Piaf, qui porte donc ce prénom grâce à une héroïne de la Première Guerre mondiale. On a aussi un autre personnage, forcément, dont il faut parler concernant les soins, c'est Marie Curie. Marie Curie est déjà une scientifique extrêmement reconnue, prix Nobel de chimie et de physique, et elle va participer à la guerre, puisque ses découvertes sur les radiations vont amener à développer les appareils de radiologie par des médecins français juste avant-guerre. On va décider d'appliquer ce système de la radiologie au combat. Ça va être extrêmement précieux, notamment pour ne pas déplacer des blessés qui ne pourraient pas être déplacés normalement, et notamment des blessés qui mourraient s'ils étaient déplacés. On a perdu beaucoup d'hommes comme ça. On va donc développer ce système-là. Marie Curie va participer elle-même à l'examen de ces soldats blessés, et c'est pour ça qu'on va surnommer ces ambulances qui transportent des appareils de radiologie les petites Curie. Sa fille, Irène, va participer également, Irène Joliot-Curie plus tard, elle aussi une future très grande scientifique, et elle aussi futur prix Nobel. J'ai une question, Mathieu. Ah, j'ai une question. Ce que tu dis, c'est certaines femmes avaient-elles eu la possibilité de devenir médecin durant ce temps de guerre? Ah, alors, avait-elle la possibilité de devenir médecin? Eh bien, puisqu'on m'a posé les questions, je vais couper l'herbe sous le pied, mais c'est pas grave du tout. Je vais vous montrer autre chose et je vais en parler, parce que j'ai un exemple de femme médecin, pas 12, et j'allais vous en parler justement. Je vous montre ça tout de suite, vous allez comprendre de quoi je veux parler. Hop. Très bien. Alors, puisque on me pose la question, je vais faire un tir groupé concernant la médecine. Hop. Et voilà. Regardez. Elle est importante à plus d'un titre. Vous allez comprendre de quoi je veux parler. Faisons un petit point pour voir si vous la voyez correctement. Voilà. Alors, vous avez là une tenue d'infirmière, une tenue d'ambulancière, pardon, canadienne, et ça va me permettre de vous parler effectivement du côté médecine réservée aux hommes. Effectivement, il n'y a pas de femmes médecins pendant la guerre, si ce n'est une exception, Nicole Girard-Mangin. Je ne peux pas vous donner d'autres noms, il n'y en a pas, c'est la seule. Nicole Girard-Mangin va servir dans le soin aux armées parce qu'elle va vouloir participer et s'inscrire en tant que médecin sous le nom de docteur Girard-Mangin. L'armée n'a pas été voir dans le détail qui était ce docteur Girard-Mangin, et pour eux, il était évident qu'un docteur, c'est un homme. Voilà, donc ils n'ont pas vérifié
que c'était une femme ou pas. Et le fait est qu'ils se sont retrouvés devant le fait accompli. Elle était là, ils en avaient besoin, parce que rapidement, ils n'ont pas fait les fines bouches. Hein. Il y avait trop peu de médecins pour beaucoup trop de blessés. Et donc, Nicole Girard-Mangin a participé à la Première Guerre mondiale en tant que médecin. Mais je n'ai pas d'autres exemples à vous donner. Elle va bien sûr être d'une influence considérable. Elle va tellement travailler, en fait, qu'elle va mourir d'épuisement. Elle fait une overdose médicamenteuse. On soupçonne que c'était pour soigner son épuisement dû aux efforts considérables qu'elle avait faits pendant la guerre. Voilà. Pour ce qui est des petites curies, on en a plusieurs, alors je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais on en a plusieurs dizaines d'unités. On en a, de mon souvenir, on en a au moins une 60-70 unités de petites curies. Elles vont tourner pendant toute la guerre. Marie Curie elle-même fera des examens dès le départ, notamment à la gare de Creil, dans l'Oise, où il y avait une petite curie qui était là. Elle a fait une 50aine d'examens là-bas. Hein. Voilà, ils essaient de couvrir au maximum. Les médecins vont avoir un autre souci. Alors là, par contre, s'il y a des enfants, couvrez-leur les oreilles, tout ça, parce que je vais devoir parler d'affaires de grands. Hein. Les BMC. Qu'est-ce qu'un BMC? Allez vous me dire, non, ce n'est pas un acronyme d'une unité militaire, non. Comprenez sous BMC le nom de bordel militaire de campagne. Voilà. L'armée, au départ, interdit strictement la prostitution à proximité des zones de conflit, puisque les hommes vont, pour certains, préférer se sauver de leur poste plutôt que de se passer du contact des femmes. Et ça va devenir un tel problème qu'au bout d'un moment, l'armée avait été obligée de dire qu'ils vont devoir faire avec. Leur grand souci, c'est que les médecins ont à soigner des MST. Hein, les maladies sexuellement transmissibles, ça n'est pas né avec le sida, malheureusement. Du coup, l'armée n'a pas intérêt à ce que leurs soldats soient malades, en plus de mourir des tirs ennemis. Donc, on interdit ça au départ. Et il y a tellement un besoin, et je vous dis, hein, viennent à quitter leur poste, que l'armée va se résoudre à amener ce service à proximité des lignes, à l'arrière-front, là où les hommes peuvent aussi se laver, là où les hommes font à manger, c'est là qu'on envoie ce qu'on appelle les hommes soupes pour chercher la nourriture, eh bien il y aura désormais des bordels militaires de campagne qui seront encadrés par l'armée, où les dames qui y travaillent seront examinées par des médecins pour essayer de limiter justement les maladies, les infections sexuellement transmissibles. Et ça va durer très longtemps, puisque le dernier bordel militaire de campagne sera fermé en 1995 en Guyane, parce que les proxénètes locaux ont réclamé qu'il soit fermé pour cause je vais y arriver, excusez-moi, monsieur, pour cause de concurrence déloyale. Voilà, tout à fait. C'est un peu bon. Alors, j'ai une question, et là, je vais avoir besoin d'aide. Par qui étaient organisés les ouvroirs? Alors là, je ne vois pas de quoi on parle, excusez-moi, ça ne me revient peut-être pas, monsieur Lam, je ne vois rien sur cette question. Bon, n'hésitez pas à nous reposer les questions et on cherchera, hein, parce qu'on fait ça aussi quand même, on cherche aussi quand on ne trouve pas. Hein. Ce que je voulais vous dire concernant, n'hésitez pas sur les autres questions, concernant cet uniforme, c'est, regardez-le, l'uniforme, pas la dame. Regardez ça. Ça, ce n'est pas une jupe, c'est un pantalon. Je sais, ça va vous paraître évident. Hein. Être en jupe quand on est ambulancière, c'est peut-être pas l'idéal, mais nous sommes en 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, c'est pas la même chose. On n'en est pas à ce point-là libéré. Et donc c'est très mal vu qu'une femme porte autre chose qu'une jupe ou une robe. Très, très mal vu. C'est le cas aussi en usine. En usine, les ouvrières vont réclamer d'avoir des vêtements plus pratiques, parce que la robe et la jupe, ça n'est pas
pratique. On va donc avoir une espèce de compromis. On va resserrer la jupe autour des jambes. Ça va être suffisamment bouffant pour donner l'impression de loin que c'est toujours une robe, mais en fait c'est un pantalon. C'est un pantalon autour de jambes, mais un pantalon assez lâche, hein, un peu sur l'image des pantalons des troupes coloniales. Donc c'est très lâche. Ça donne l'impression comme ça qu'elle ne porte pas vraiment de pantalon. On n'est pas encore prêt à ça. En France, techniquement, ça a été illégal jusqu'en 2012 de porter des pantalons pour les femmes, puisqu'on avait oublié d'enlever la loi des flossous comme ça qui traînent. Voilà. Et donc, cette tenue, elle incarne ça tout à fait. Et elle incarne aussi ce que je vous disais au début de la visite, qui est tout simplement que ce n'est pas parce que les femmes vont avoir accès à des nouveaux métiers, ce n'est pas parce que les femmes vont devoir prendre des plus grandes responsabilités que pour autant la société est prête à leur donner. Quand la guerre se termine, tout ça, eh bien, ça passe mal. Ça passe mal. D'abord parce qu'il y a des hommes qui rentrent à la maison, ils ne savent plus où ils sont. D'abord parce qu'ils ont vécu un traumatisme, ils ont besoin de réconfort, et ce qu'ils trouvent face à eux, c'est une femme responsable, libre, qui a pris les choses en main parce qu'il le fallait. C'était nécessaire. Ça passe d'autant moins bien que certains soldats ont complètement changé de caractère. C'est la très célèbre expression « je leur ai donné un mouton, ils m'ont rendu un lion ». Et d'autres soldats disaient « je ne reconnais pas le regard de ma femme ». Et du coup, il y a une espèce on ne se reconnaît plus, déjà à cause du temps qui a passé et de la séparation en kilomètres, et puis parce que les rôles de chacun se sont lentement redéfinis. La société française non plus, elle n'est pas prête à ça, hein. La plupart des sociétés d'ailleurs ne le sont pas, puisque dès la fin de la guerre, la plupart des postes qui ont été occupés par des femmes pendant la guerre, puisque les hommes étaient partis, ça représente 60% des postes en production quand même, hein, eh bien, vont être rendus aux hommes. Les femmes sont licenciées massivement. On a des cartes, des certificats de travail qui disent que telle personne a été employée, madame telle a été employée de telle date à telle date, mais là, elle est licenciée pour cause de fin de guerre. Très clairement. Voilà. Donc, on rend les postes aux hommes, on veut les rassurer. Et les femmes vont, comme souvent, trop souvent, s'adapter. Elles vont s'adapter parce qu'elles veulent réconforter, parce qu'il y a une espèce de reconnaissance et un peu de culpabilité, puisque c'est les hommes qui ont risqué leur vie sur le champ de bataille. Et donc, du coup, on n'a pas le cœur à garder sa place, on la laisse aux hommes aussi, très clairement. Ça a aussi des effets bénéfiques, le retour, hein, heureusement. Certains couples vont se redécouvrir. On va redécouvrir à quel point on a manqué à l'autre et à quel point on s'aimait très fort. Ça va aussi faire apparaître des divorces, une chose qui était très peu envisagée avant la guerre, et massivement de la part des hommes qui ne se trouvent plus à leur place dans leur couple. Pour certains, ils reviennent avec une autre femme au bras, donc ça va rester réglé. Et donc il y a beaucoup de divorces dus à ce choc entre les deux, où ils ne se comprennent plus, ils ne sont plus du tout du même monde. Et pour ce qui est de la libération, de l'émancipation, le port des pantalons, les coupes à la garçonne, le fait de fumer, oui, c'est vrai pour une petite partie de la population féminine, la haute société bourgeoise et noble, qui a les moyens de tout ça. La paysanne moyenne qui doit nourrir sa famille, elle a d'autres choses à penser que de porter un pantalon et de faire la dernière coupe à la mode à Paris. Donc c'est vrai qu'il y a ce début-là qui apparaît dans les années folles, hein, où on essaye un peu d'effacer tout ça et où les femmes se libèrent un peu, mais ce n'est que dans certains milieux. Il ne faut pas imaginer que ça va se généraliser comme ça. J'ai 3 questions. Oui. Alors j'en ai une, c'est sur les infirmières, y a-t-il une différence entre celles habillées tout en blanc et celles en bleu? Alors celles habillées en bleu, c'était essentiellement encore des religieuses, quand c'était tout en bleu. Il ne faut pas vous fier à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Elle a juste la cape en bleu. Sinon, en blanc, c'est une civile, en général. Est-ce qu'il existe un livre de référence sur les BMC? Alors, un livre de référence comme ça, je n'en ai pas en tête, mais ça doit pouvoir se trouver, effectivement. Et je dois pouvoir vous le rechercher. N'hésitez pas, encore une fois, à nous envoyer un mail. Et est-ce qu'on peut considérer les femmes britanniques comme un exemple d'émancipation féminine du fait de leur obtention de droit de vote? Du droit de vote en 1918 ? Non. Soyons bien clairs, non. Non. Le mouvement des suffragettes au Royaume-Uni est
plus ancien que celui en France, par exemple, même si ça fait longtemps aussi. Hein, ne croyez pas que les Françaises ont attendu que ça se passe. Hein, mais le mouvement est encore plus actif au Royaume-Uni depuis plus longtemps. C'est pour ça que ça va déboucher un peu là-dessus. Effectivement, c'est un peu plus libéral, le Royaume-Uni, mais soyons bien clairs, la plupart du temps, quand on donne le droit de vote aux femmes, l'idée, c'est d'avoir plus de voix, tout simplement. C'est une visée électoraliste. Hein. Voilà, ça s'arrête là. Sinon, pour exemple, je vous conseille la très bonne série Downton Abbey où on suit la vie d'une famille noble sur cette période-là, l'émancipation de la plus jeune qui devient infirmière notamment, mais on voit que même si les femmes obtiennent le droit de vote, c'est quand même très violent et pas gagné du tout. Hein. J'ai une autre question encore sur les BMC. Étaient-ils officiellement gérés par l'armée ou étaient-ils improvisés dans les arrière-salles et chambrés dans les villes et secteurs de repos? Ils l'ont été au départ, ils ont été improvisés au départ, mais ensuite ils ont été très largement encadrés. Oui, c'était très important. Bon, très bien. Voilà, messieurs, dames, nous avons fait ces quelques arrêts sur le sujet des femmes. Évidemment, le format fait que c'est une version courte. Hein. Lorsque les temps seront plus propices, je vous invite à revenir au musée pour suivre une visite plus longue sur les femmes. On a encore plein d'autres choses à vous montrer et plein de choses à aborder. Donc surtout, n'hésitez pas. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce live aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de dimanche, en espérant donc vous voir quand tout sera terminé et qu'on pourra se voir et se parler de vive voix. Et je vous souhaite bon courage pour les temps à venir. Merci à tous, messieurs, dames. À très bientôt.